On se retrouve à l'Opéra du Grand Avignon pour nos séries d'interviews dans le cadre de nos rencontres lyriques. C'est le dernier opéra de la saison 2014. Et à côté de moi, un ténor, paraît-il fantastique, Jean-Pierre Furlan, bonjour. C'est fantastique, il faudra voir à l'usage. Surtout que c'est la première fois que je fais les deux, donc j'ai déjà chanté Pagliaccio, mais Cavalleria c'est la première et c'est assez particulier de faire les deux rôles parce que nous ne sommes pas beaucoup dans le monde entier à pouvoir assumer la lourdeur de ces deux rôles. Donc je croise les doigts, normalement ça devrait bien se passer, mais alors voilà. pourquoi vous, qu'est-ce qui vous a amené donc à prendre ces rôles titres pour ces deux opéras simultanés? Premièrement, c'est Monsieur Dufault, lui, comme on va dire, c'est encore un directeur à l'ancienne qui connaît très bien les voix, qui connaît très bien les artistes, et je suis resté, et il m'est resté fidèle tout le long de ma carrière, ça fait 25 ans maintenant que je fais carrière. J'ai pratiquement débuté ici. Et voilà, 25 ans après, je me retrouve ici. Et puis avec l'évolution de la voix, voilà, de ténor lyrique, je passe de plus en plus dramatique, sans être un gros dramatique, mais maintenant, on va dire que j'ai l'âge pour aborder ce genre de rôle. Voilà. C'est quelque chose qui vous correspond, vous pensez? Ah, complètement. Complètement, parce que, en fait, c'est deux rôles, c'est deux opéras différents et deux rôles complètement différents, puisque dans un rôle, je suis l'amant. Et dans l'autre, je suis le cocu, donc ouais, la boucle est bouclée. C'est complémentaire et du coup, vous avez l'impression de vraiment tenir vraiment un rôle entièrement. Voilà. Ben, c'est ce qui est génial dans la scène, c'est que on peut se permettre de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie courante, quoi. On peut tuer, on peut gifler une femme, voilà, des choses qu'on ne fait pas dans la vie courante. Maintenant, après le problème de cocu ou amant, ça c'est autre chose. Alors parlez-nous de vos deux rôles respectifs, s'il vous plaît, en quelques mots, Jean-Pierre. Oui, bon alors, pour faire court, on va dire que Cavalleria, vocalement parlant, c'est un peu moins dramatique, beaucoup moins dramatique que Pagliaccio, c'est plus pour un ténor, on va dire, lyrique, un fort lyrique. Hein. Mais c'est une tessiture très tendue. Donc assez difficile. Il faut avoir une technique et un corps et un souffle adaptés pour pouvoir, même si c'est pas très long, parce qu'en fait, Cavalleria, le Turiddu, il doit chanter en tout et pour tout une petite demi-heure, mais c'est demi-heures très intensives, donc c'est assez éprouvant vocalement. Et après donc Turiddu, donc c'est bon, l'amant qui est partagé entre deux femmes, une que je pense qu'il aime profondément, avec qui il a envie de faire sa vie, et l'autre c'est son amante qui est mariée avec son mari, je ne me souviens plus son nom, mais c'est pas grave, et je pense qu'entre eux deux, c'est purement une relation fusionnelle, sexuelle. Et comme tout homme en fleur de l'âge, donc lui, il voudrait avoir le beurre et l'argent du beurre, donc avoir sa petite vie tranquille et sa petite amante. Mais bien sûr, à un moment donné, il y a toujours des gens bien intentionnés pour faire comprendre à certaines gens aussi qu'il y a un problème, et donc voilà, ça dégénère, et comme c'est des gens qui sont très fiers d'eux, donc ça finit en espèce de duel qui n'en est pas un, parce que finalement, comme je sais que c'est de ma faute, je décide que quelque part de ne pas me battre pour de vrai dans ce duel et de me laisser tuer, quoi, voilà. Tu vois. Et après donc, Cagno dans Pagliaccio, là c'est vraiment, c'est un homme mûr qui est tombé amoureuse d'une jeune demoiselle qui était orpheline, voilà, donc il l'a recueillie, il s'est marié avec elle, il lui a donné un nom, mais il lui offre une vie très difficile, parce que finalement il se déplace de village en village comme ça pour donner toujours les mêmes représentations. Tout ça pour gagner 2 lires,
À l'époque, c'était des livres. Donc, mais tout ça pour gagner pas grand-chose. Et, et donc, obligatoirement, ce qui doit arriver, c'est que Ned tombe amoureuse d'un petit jeune mignon qui, en plus, à mon avis, est riche. Voilà. Donc, il lui ouvre d'autres horizons, d'autres perspectives pour la vie. Mais ce qui n'empêche que, au fond d'elle-même, elle aime bien Cagno et surtout, je pense aussi que c'est quelqu'un qui aime jouer la comédie. C'est son côté Pygmalion qui l'attire, vous pensez, la jeune fille? Non, non, je pense que à l'origine, elle s'est réfugiée chez lui parce que voilà, elle était orpheline sans un sou, ou autrement, elle se serait peut-être retrouvée en tant que prostituée, ou enfin voilà, elle aurait mené une vie encore pire mais je pense qu'elle aime fondamentalement jouer la comédie parce que je pense qu'elle aurait pu partir depuis très longtemps avec Silvio et chaque fois elle dit ah mais non bah alors quand ils se voient la dernière fois bon on lui dit oui bon mais après la représentation toujours après la représentation donc c'est que pour elle je pense qu'il y a quand même quelque chose de très important mais et voilà et puis Cagno bon c'est voilà c'est le pauvre mec qui croyait en cet amour qui pensait avoir trouvé un deuxième lui quelque part. Parce que comme il sent cet amour pour la comédie, et que lui c'est sa vie, donc il avait les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il avait à la fois l'amour et à la fois la partenaire idéale pour jouer. Et donc quand il apprend ça, il devient voilà, complètement fou, et voilà, c'est le carnage à la fin. Voilà. Alors vous, comment vous arrivez à démontrer, mis à part bien sûr les paroles, on oublie les paroles, on oublie le texte, comment vous arrivez à montrer, vous, personnellement, ces différents rôles d'acteurs? Premier, voilà, vous disiez un homme qui aimerait avoir ses deux maîtresses en même temps, quoi. Oui. Comme quoi, quelque part, les mœurs n'ont pas vraiment évolué, puisque à l'époque, l'époque, voilà, c'est toujours très très actuel. Ça le restera toujours, je pense. Ça le restera toujours. Le second opéra, bon, c'est pareil aussi, hein, la rencontre d'un homme plus âgé et puis d'un homme de son âge aussi, ça reste toujours actuel. Comment vous arrivez à démontrer, à faire comprendre ces émotions-là au public, en oubliant les paroles? En oubliant le texte. En oubliant le texte. Ah bon, déjà physiquement, c'est-à-dire que dans le premier opéra, donc on va, je pense, on n'a pas encore, mais je pense, moi, dans ma tête, c'est plutôt comme ça que ça va se passer, c'est-à-dire que on va me noircir la barbe. Si je la garde, je ne sais pas encore, mais si je la garde, on va me la noircir pour que je fasse beaucoup plus jeune, parce que voilà, c'est deux âges différents quand même. Hein. Donc éventuellement mettre une perruque ou quelque chose comme ça, parce que voilà. Et donc physiquement, il y aura deux personnages différents, donc un vieux et un jeune. Et puis, alors paradoxalement, c'est un petit peu similaire au niveau du jeu, parce que l'amour reste de l'amour, qu'on ait 30 ans ou qu'on en ait 60. Voilà, c'est sur le même pied d'égalité. Donc, c'est pas très différent. Je sais pas, si je dois dire, la différence vient de la mise en scène, peut-être? Oui, bon, mais ça, c'est le jeu, la mise en scène. C'est pas très comparable, en fait. Le problème, c'est que c'est deux opéras complètement distincts. Même si le sujet est presque le même entre les deux, la musique n'est pas du tout... Il y en a un, c'est un vérisme absolument extraordinaire. L'autre aussi, c'est du vérisme, mais beaucoup plus évolué. Mais dans le jeu, voilà, dans le Cavalleria Turiddu, c'est, je dirais, c'est l'homme dans la fleur de l'âge avec toutes ses qualités et tous ses défauts. Et surtout ses défauts. Donc, il se comporte mal avec la pauvre Santuzza, parce que même si au fond de lui il aime bien un truc comme ça, mais il aimerait que ça soit comme ça. C'est-à-dire qu'il aimerait que
voilà, on est comme ça, on est comme ci. Mais moi, j'ai besoin d'assouvir mon côté sexuel avec une autre, peut-être parce qu'elle ne lui offre pas autant à ce niveau-là, peut-être. Mais au niveau du jeu, non, je pense que c'est plus ou moins la même chose. Alors vous, comment arrivez-vous à vous imprégner de ce rôle d'un homme qui arrive à fleur de l'âge et qui, voilà, qui a des besoins? Est-ce que... On y suis passé, hein. On y est tous Allez-y, passés. racontez-nous. Ah non, 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 je ne vous raconterai pas ma vie, non, non. Non, mais on est tous passés par là. De toute façon, on arrive, il y a toujours des étapes dans la vie qui font que, voilà, et, on va dire la jeunesse, après Non, mais ce que je voulais vous demander, c'est, Jean-Pierre Furlan, c'est quelles sont les émotions, vous, qui vous attrapent à l'intérieur de vous pour vous mettre dans cette prise de rôle, personnellement? Alors, le danger chez nous, c'est qu'il faut arriver à montrer des émotions, mais essayer de rester distant avec ces émotions-là. Sinon, si on est trop pris par les émotions, on n'arrive plus à contrôler notre corps. Ça, c'est très important, que ce soit une émotion de colère, que ce soit une émotion d'amour, où éventuellement on voudrait pleurer, on ne peut pas. Surtout la colère, il faut que ce soit une colère extérieure, mais intérieurement, il faut rester très zen. Parce que, comme c'est des rôles très difficiles, il faut que le corps y soit en permanence très détendu, même s'il faut être en colère. Et donc, montrer les émotions, ça se montre par le chant. Moi, je pense que ça se montre par le chant. Obligatoirement, en fonction de ce qu'on dit et de ce qu'on chante, et en plus porté par une musique aussi belle, ça se fait naturellement. Si on est dans le personnage. On n'a pas besoin de surjouer, on n'a pas besoin de faire des mimiques extraordinaires. Le chant fait tout. À chaque fois que vous interprétez un rôle différent, vous ressentez ces mêmes sensations-là, ou c'est assez spécifique pour ces deux opéras-là? Ah non, non, c'est pareil. C'est pareil. Sauf pour certains rôles qui sont des rôles un peu moins d'amoureux ou un peu plus où on est les méchants. C'est très rare, mais ça arrive. Mais autrement, il suffit juste de se laisser porter par la musique et par les paroles. Et généralement, si on tombe sur des bons metteurs en scène, ça se fait naturellement. Voilà. Qu'est-ce qui vous épanouit, vous, dans les rôles que l'on vous propose? Moi, c'est la scène. Voilà. Moi, j'ai toujours fait ma carrière en fonction des rôles. C'est-à-dire que j'ai chanté une seule fois des rôles parce que je ne me sentais pas bien dedans au niveau de la mentalité, au niveau de la façon de le jouer. Donc je les ai fait une fois, ça m'a pas plu, donc je les ai jamais plus refaits. Par contre, il y a des rôles qui sont géniaux. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce métier, c'est la scène. Voilà, moi, chanter pour chanter, c'est pour ça que je fais pratiquement jamais d'oratorio ou de concert. Parce que chanter pour chanter, voilà, c'est pas mon truc. Moi, il me faut la scène. Et à chaque fois, comment dirais-je, vous penchez sur la musique, sur les textes pour... Ah, obligatoirement. De toute façon, quand on arrive pour les premières répétitions, déjà, on doit le savoir par cœur. Donc, si on le sait par cœur, c'est qu'on l'a énormément travaillé. C'est un opéra qui dure 3, 4, 5 heures. Il faut quand même l'ingurgiter. Donc, c'est un énorme travail en aval. Et donc, c'est des heures et des heures avec à la fois le prof de chant et à la fois le chef de chant qui va peaufiner, parce que souvent, quand on apprend tout seul, des fois, on apprend avec certaines tics, on fait des petites bêtises, même si on est beau musicien. Et donc, après, le fait de faire des séances avec des chefs de chant, mais on fait tout, mais tout à... Et après, on a toute la période de répétition, parce que ce qu'il ne faut surtout pas faire, je pense,
c'est, surtout quand on aborde un rôle neuf, c'est de se dire, ah, je vais le faire comme ça, je vais le faire comme ci, et je vois bien comme ça, et je vois bien comme ça, parce qu'après, on 9 chances sur 10 d'être déçu, parce que le metteur en scène voudra quelque chose de complètement différent. Donc il faut arriver complètement vierge pour un rôle neuf, on va dire, pour une prise de rôle. Bon, après, si c'est des rôles qu'on a chantés 150 fois, dans la tête, il faut essayer d'arriver vierge, malgré tout l'acquis qu'on a derrière. Pour le metteur en scène, c'est important d'avoir un artiste qui est prêt à tout. Bon, après, il ne faut pas tomber dans les excès, mais moi personnellement, je dis toujours, oui, j'essaye. Voilà. On essaye, si ça marche, si on sent qu'il y a quelque chose qui colle, si tout va bien, ok, on continue. Si moi personnellement, je sens qu'il y a quelque chose qui me gêne, qui me perturbe au niveau même au niveau du chant, alors là, on discute. On essaye de trouver des compromis, mais c'est tout un travail. Et c'est ça qui est passionnant. Vous acceptez tous les rôles que l'on vous propose ou il vous est déjà arrivé de refuser? Non. Oh là là, moi j'ai toujours géré ma carrière en fonction des rôles que... Voilà, pour vous donner un exemple, j'ai chanté mon premier Don José, j'avais 39 ans. J'ai chanté mon premier Calaf, j'en avais 46 dans mon souvenir. Mon premier Samson, 48. On va savoir votre âge bientôt. Ah ben, Et je vais faire mon premier hôtel, j'en aurai 54, donc vous voyez, et c'est l'année prochaine, donc vous savez l'âge que j'ai. Donc, mis à part Othello l'année prochaine, d'autres projets, Jean-Pierre Furlan? Oui, ma première juive aussi l'année prochaine, voilà. Mais tout ça, je pense que c'est l'évolution normale de la voix et l'intelligence aussi de savoir se protéger. C'est-à-dire? Ben, ne pas chanter des rôles qui ne sont pas faits pour nous avant. Parce que c'est des rôles, beaucoup de rôles, ce sont des rôles de maturité. Ou à de rares exceptions près, parce qu'il y a toujours 2 ou 3 personnes dans le monde qui ont des voix exceptionnelles, qui pourront se permettre de chanter certains rôles déjà à 32, 33 ans, mais parce qu'ils sont formatés comme ça. Et donc voilà, mais c'est très très rare. Mais là où il faut faire attention, c'est ne pas aborder certains rôles trop tôt, parce que c'est dangereux vocalement, parce que les orchestres sont gros, donc puissants, donc il faut avoir cette puissance qu'on acquiert avec la maturité. Ouais, merci. C'est surtout la largeur qu'on acquiert avec la maturité. Donc il faut être patient. Et malheureusement, c'est ce qui se passe de moins en moins dans ce métier. Non, mais la patience fait avec l'âge dans tous les cas, donc ça devrait être là. Oui, mais voilà, maintenant on vit dans un monde où on veut se rapprocher de plus en plus de la réalité, et on vit dans un monde où le star system fait que ils veulent de plus en plus que les gens aient l'âge du rôle. Voilà, c'est comme si on allait donner Butterfly à une gamine de 15 ans, quoi. C'est complètement aberrant. Mais maintenant, on veut ça. Pas dans l'exagération, on ne va pas donner Butterfly à une gamine de 15 ans, mais voilà, on veut ça maintenant. C'est pour ça que vous disiez que Raymond Dufaux, c'était un directeur artistique à l'ancienne. C'est encore un directeur, je veux dire à l'ancienne. Qui sait? C'est pas une nomination politique. Parce que le problème maintenant, c'est que les directeurs de théâtre sont des nominations politiques. Et les politiques, ils n'y connaissent rien. Donc les directeurs, pour la plupart, n'y connaissent rien non plus. Donc ils font confiance à d'autres personnes. Et voilà. Et après, ça fait des... Bon, ben là je parle parce que je peux me le permettre. Hein. Et puis j'en profite aussi de pouvoir avoir un petit peu la parole pour dire ce genre de choses. Parce que il se passe des choses quand même qui ne sont pas normales. Voilà. Notamment pour les artistes lyriques français, je profite d'avoir la parole. Pour les jeunes, parce que nous, ça va. Mais pour les jeunes artistes lyriques français qui rentrent dans le métier, il y a des choses qui ne sont pas normales en France. Il y a des théâtres qui engagent pratiquement 0% d'artistes lyriques français. Ou s'ils les engagent, c'est pour dire Madame est servie. Je ne vois pas comment on peut apprendre son métier, parce que c'est nous, notre métier, on l'apprend sur scène. Parce qu'apprendre à chanter, tout le monde est capable, mais après le métier, il s'apprend sur scène.
Mais si on nous offre pas l'opportunité, enfin si on leur offre pas l'opportunité, ils ne pourront jamais apprendre le métier. C'est pour ça que M. Dufaux aussi, c'est un rare directeur artistique qui soutient et qui promotionne les artistes français. Voilà. Et ça, c'est important de le dire aussi. C'est pas le seul, hein. Il y en a encore 2 ou 3 en France comme On ça. parle de Raymond Dufaux parce que c'est le directeur artistique de l'Opéra d'Avignon. Heureusement qu'il n'y en a pas qu'un. Mais voilà, il y en a encore 3 ou 4 en France qui ont cette mentalité-là d'essayer et de se déplacer, d'aller voir les gens. Parce que c'est comme ça. Bon, après, quand on débute, il faut passer les auditions. Mais après, quand on a la chance d'avoir un Français partout dans le monde entier qui va chanter un rôle important, moi, si j'étais directeur artistique d'une maison, je dirais, ah, tiens, je vais me déplacer, je vais aller le voir. Parce que c'est là où on voit ce que la chanteuse ou le chanteur est capable de faire. C'est sur scène. C'est pas en chantant 2 airs devant un piano dans une salle. Parce que ça peut être extraordinaire, et puis après, une fois qu'il est sur scène, il n'y a plus grand-chose. Donc, à ce niveau-là, il y a beaucoup de directeurs et de directeurs artistiques qui ne font plus leur travail en France. Voilà. Et là, en parlant comme cela, vous vous mettez à la place de l'artiste. Pardon, j'ai pas compris. En disant cela, c'est pas en chantant 2 airs devant un piano qu'on peut montrer ce que l'on sait. Là, vous vous mettez à la place de l'artiste. Oui. C'est bon. Quand on débute, on est obligé de passer par ces systèmes d'audition. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais après, une fois qu'on a la chance, si on a la chance dans une audition d'être pris pour faire un rôle un petit peu intéressant dans un théâtre, quelque chose comme ça, moi, je pense personnellement que le boulot des directeurs artistiques, ou des directeurs, s'il n'y a pas de directeur artistique, c'est se déplacer. Quand c'est un Français. Voilà. Maintenant, bon, moi j'ai jamais fait carrière en France, il n'y a que M. Dufaux et 2 ou 3 autres directeurs qui maintenant ne sont plus en place. Donc, donc j'ai fait toute ma carrière à l'étranger. Donc je peux me permettre de parler, parce que de toute façon, même s'ils ne m'engagent pas en France, ça ne changera pas grand-chose. Mais il y a vraiment quelque chose à faire. C'est pas normal. Voilà. Parce qu'il y a un vivier en France. Un très grand vivier. Mais si on ne l'utilise pas, on ne pourra jamais en profiter. Et on laissera en l'état des gens faire Madame est servie, faire des petits rôles et qui vont voilà. Mais on leur donnera jamais l'opportunité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vraiment s'exprimer. Pour une raison X ou Y, je ne sais pas. Enfin, je sais, mais je ne le dirai pas. Mais voilà, c'est l'opportunité de faire une carrière dans son pays. Oui, ou du moins de donner la possibilité à des jeunes de pouvoir s'exprimer. Et après, si jamais ils s'expriment, après ils peuvent s'exporter. Mais nul n'est prophète dans son pays. Comme j'ai dit il n'y a pas très longtemps à un très grand politique, j'ai dit mais vous devriez me donner la Légion d'honneur. Parce que moi j'ai fait l'inverse de tout le monde. J'ai pris l'argent à l'étranger et je l'ai ramené en France. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre Fiolan pour cette rencontre. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.